Amis du soir, bonsoir. J'ai enfin un micro et je me suis un peu plus habitué à la lecture de l'ancien français. La Boétie. Discours de la servitude volontaire. Partie 4. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C'est cela, que les hommes naissant sous le joug, et puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensent point avoir autre bien ni autre droit que ce qu'ils ont trouvé. Ils prennent pour leur naturel l'état de leur naissance. Et toutefois il n'est point d'héritier si prodigue et nonchalant que quelquefois ne passe les yeux sur les registres de son père, pour nous. N'a en aucun endroit si grande vertu qu'en ceci, de nous enseigner à servir, et, comme l'on dit de Mithridate qui se fit ordinaire à boire le poison, pour nous apprendre à avaler et ne point trouver amer le venin de la servitude. On ne peut pas nier que la nature n'ait en nous bonne part, pour nous tirer là où elle veut, et nous faire dire bien ou mal né. Mais s'il faut-il confesser qu'elle a en nous moins de pouvoir que la coutume, pour ce que le naturel, pour bon qu'il soit, se perd s'il n'est entretenu. Et la nourriture nous fait toujours de sa façon, comment que ce soit, maugrer la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt de la nourriture contraire. Elles ne s'entretiennent pas si aisément comme elles s'abattardissent, et fondent et viennent à rien. Ni plus ni moins que les arbres fruitiers, qui ont bien tous quelque naturel à part, lequel ils gardent bien si on les laisse venir, mais ils le laissent aussitôt pour porter d'autres fruits étrangers et non les leurs, selon qu'on les hante. Les herbes ont chacune leur propriété. Leur naturel est singularité, mais toutefois le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier y ajoutent ou diminuent beaucoup de leurs vertus. La plante qu'on a vue en un endroit, on est ailleurs empêché de la reconnaître. Qui verrait les Vénitiens? Une poignée de gens vivant si librement que le plus méchant d'entre eux ne voudrait pas être le roi de tous, ainsi nés et nourris qu'ils ne reconnaissent point d'autre ambition sinon à qui mieux avisera et plus soigneusement prendra garde à entretenir la liberté. Ainsi appris et fait dès le berceau qu'ils ne prendraient point tout le reste des félicités de la terre pour perdre le moindre de leur franchise. Qui aura vu, dis-je, ces personnages-là, et au partir de là, s'en ira aux terres de celui que nous appelons grand seigneur, voyant là des gens qui ne veulent être nés que pour le servir, et qui, pour maintenir sa puissance, abandonnent leur vie. Penserait-il que ceux-là et les autres eussent un même naturel, ou plutôt, s'ils n'estimeraient pas que, sortant d'une cité d'hommes, il était entré dans un parc de bêtes? Lycurgue, le policier de Sparte, avait, nourrit-on, se dit-on, 2 chiens, tous 2 frères, 2 allaités de même lait, l'un engraissé en la cuisine, l'autre accoutumé par les champs au son de la trompe et du hucher, voulant montrer au peuple lacédémonien que les hommes sont tels que la nourriture les fait, mit les 2 chiens en plein marché, et entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat, et l'autre au lièvre. Toutefois, dit-il, si sont-ils frères? Donc celui-là, avec ses lois et sa police, nourrit et fit si bien les Lacédémoniens que chacun d'eux ne plut de chair mourir 1000 morts que de reconnaître autre seigneur que le roi et la raison. Je reprends plaisir de ramontevoir un propos que tinrent jadis un des favoris d'Exercès, le grand roi des Persans, et de Lacédémoniens. Quand Xerxès faisait les appareils de sa grande armée pour conquérir la Grèce, il envoya ses ambassadeurs par les cités grégoises, demander de l'eau et de la terre. C'était la façon que les Persans avaient de sommer les villes de se rendre à eux. À Athènes ni à Sparte n'envoya-t-il point, pour ce que ceux de Der, son père, y avaient envoyé. Les Athéniens et les Spartiens en avaient jeté les uns dans les fosses, les autres dans les puits, leur disant qu'ils prinrent hardiment de là de l'eau et de la terre pour porter à leur prince. Ces gens ne pouvaient souffrir que, de la moindre parole seulement, on toucha à leur liberté. Pour en avoir ainsi usé, les Spartans connurent qu'ils avaient encouru la haine des dieux, même de Taltibie, le dieu des héros. Ils s'avisèrent d'envoyer à Xerxès, pour les apaiser, 2 de leurs citoyens, pour se présenter à lui, qu'il fit 2 à sa guise, et se paya de là pour les ambassadeurs qu'ils avaient tués à son père. 2 Spartans,
l'un nommé Sperte et l'autre Bulis, s'offrirent à leur gré pour aller faire ce paiement. De fait, ils y allèrent, et en chemin, ils arrivèrent au palais d'un Persan qu'on nomma Indarne, qui était lieutenant du roi en toutes les villes d'Asie qui sont sur les côtes de la mer. Il les accueillit fort honorablement, et leur fit grande chère, et après plusieurs propos tombant de l'un en l'autre, il leur demanda pourquoi ils refusaient tant l'amitié du roi. Voyez, dit-il, Spartain, et connaissez par moi comment le roi sait honorer ceux qui le valent. Et pensez que si vous étiez à lui, il vous ferait de même. Si vous étiez à lui et qu'il vous eût connu, il n'y a celui d'entre vous qui ne fût seigneur d'une ville de Grèce. En ceci, Indarne, tu ne nous saurais donner bon conseil, dirent les Lacédémoniens. Pour ce que le bien que tu nous promets, tu l'as essayé. Mais celui dont nous jouissons, tu ne sais que c'est. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, quel goût elle a, combien elle est douce. Tu n'en sais rien. Or, si tu avais tâté, toi-même, nous conseillerais-tu la défendre, non pas avec la lance et l'écu, mais avec les dents et les ongles. Le seul Spartain disait ce qu'il fallait dire, mais certes, et l'un et l'autre parlaient comme il avait été nourri. Car il ne se pouvait faire que le Persan eût regret à la liberté, ne l'ayant jamais eue, ni que le Lacédémonien endurât la suggestion, ayant goûté à la franchise. Caton l'Utiquin, étant encore enfant et sous la verge, allait et venait souvent chez Sylla le dictateur, tant pour ce qu'à raison du lieu et maison dont il était, on ne lui refusait jamais la porte, qu'aussi ils étaient proches parents. Il avait toujours son maître quand il y allait, comme ont accoutumé les enfants de bonne maison. Il s'aperçut que, dans l'hôtel de Sylla, en sa présence ou par son consentement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres. L'un était banni, l'autre étranglé. L'un demandait la confiscation d'un citoyen, l'autre la tête. En somme, tout y allait non comme chez un officier de ville, mais comme chez un tyran de peuple. Et c'était non pas un parquet de justice, mais un ouvroir de tyrannie. Se dit lors à son maître ce jeune gars. Ne me donnez-vous un poignard? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il soit levé. J'ai le bras assez fort pour en dépêcher la ville. Voilà certes une parole vraiment appartenant à Caton. C'était un commencement de ce personnage digne de sa mort. Et néanmoins, qu'on ne dit ni son nom ni son pays, qu'on compte seulement le fait tel qu'il est, la chose même parlera et jugera long, à belle aventure, qu'il était romain et né d'eux dans Rome, et lors qu'elle était libre. À quel propos tout ceci? Non pas certes que j'estime que le pays ni le terroir y fassent rien, car en toute contrée, en toute air, est amère la suggestion, et plaisant d'être libre, mais parce que je suis d'avis qu'on ait pitié de ceux qui, en naissant, se sont trouvés le joug sous le col, ou bien que si on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si, n'ayant vu seulement l'ombre de la liberté et n'en étant point avertis, ils ne s'aperçoivent point du mal que ce leur est d'être esclaves. S'il y avait quelques pays, comme dit Homère des Cimériens, où le soleil se montre autrement qu'à nous, et après leur avoir éclairé 6 mois continuels, il les laisse sommeillant dans l'obscurité sans les venir revoir de l'autre demi-année, ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, s'ils n'avaient pas ouï parler de la clarté, s'ébahiraient, ou si, n'ayant point vu le jour, ils s'accoutumaient aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière. On ne plaint jamais ce que l'on n'a jamais eu. Et le regret ne vient point sinon qu'après le plaisir, et toujours est, avec la connaissance du mal, la souvenance de la joie passée. La nature de l'homme est bien d'être franc et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement, il tient le pli que la nourriture lui donne.